Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 16 juin. Toute l'actualité près de chez vous, invités, rencontres, reportages, décryptage, votre météo à venir. Et l'inauguration ce matin est la mise en service du nouveau site des Archives nationales de la Principauté en présence du prince souverain. Nous serons en duplex dans un instant avec son directeur, Michael Bloch. En sport, on va revenir sur la défaite hier soir lors du match 1 de la finale du championnat de France de basket de la Roca Team à Paris, 94-82. Réaction dans le journal et à 19h30. Vous retrouverez nos experts du basket comme après chaque épisode de cette grande finale. Le très beau week-end du rugby à 7 monégasque avec deux très beaux trophées au tournoi de Darlington en Angleterre, obtenus par les Monaco Impies, l'équipe masculine, et les Zoumoussa, l'équipe féminine. Et dans le cadre du festival de télévision de Monte-Carlo, nous recevrons, avant la journée de délibération demain, la journaliste, présentatrice, productrice et présidente ici à Monaco du jury du documentaire d'actualité, Mireille Dumas. Et dans la lignée des rencontres philosophiques de Monaco que vous avez pu suivre toute la fin de semaine dernière chez nous sur Monaco Info, ce matin, pour nombre de bacheliers, c'était la traditionnelle épreuve du bac philo. On rappelle la formule, 2 choix et un thème. Premier choix possible, notre avenir dépend-il de la technique? Le sujet numéro 2, la vérité est-elle toujours convaincante? Ou alors en troisième possibilité, l'explication de texte, donc celui de John Rawls sur la théorie de la justice. Les thèmes choisis, vos craintes, vos idées, vos espoirs, vos attentes. Alban Gingembre est venu à votre rencontre. Ça s'est très bien passé. Moi je vise vers 12 comme d'hab quoi. La moyenne, ça me suffit, c'est bon. J'espère au moins avoir 10, parce que j'ai fait le simulateur et il manquait pas beaucoup, mais si j'ai mieux, tant mieux. Hein. Ça s'est plutôt bien passé. Après, vu que c'est de la philo, on peut jamais exactement dire si on va avoir une bonne note ou pas. Mais je suis assez confiante. Ça devrait le faire normalement. Je vise un 13. J'ai pris l'explication de texte. C'était pas très compliqué parce que les mots étaient assez simples, mais à voir maintenant. C'était sur la justice et sur la liberté que tout le monde a droit de voter et pas seulement les classes plus favorisées. J'ai pris dissertation, c'était notre avenir est-il dépendant de la technique? On a eu un sujet de dissertation qui convenait parce que j'avais sur la vérité, notion de la vérité. C'est ce que j'avais appris, donc j'étais préparé. J'ai pu placer mes références comme il fallait, donc voilà. J'ai écrit ce qui me passait par la tête. Ma question c'était sommes-nous libres dans toutes circonstances? Dans le cadre des rencontres philosophiques de Monaco, le Yacht Club accueillait ce dimanche matin une conférence autour du thème « La vérité des muscles ». La vérité, décidément de circonstances, avec le thème de ces épreuves de philo du jour. Sujet liant cette fois le corps et l'esprit, introduit par une performance artistique. Regardez ce reportage de Yannick Debever et Lionel Bernardi. La vérité des muscles, c'est tout ce que peut dire l'entretien et la culture de son corps dans notre société et nos relations aux autres. Les rencontres philosophiques de Monaco ont voulu penser le corps et remettre dans un contexte historique le concept de beauté physique. Pour un philosophe, parler des muscles, c'est se rapporter aussi aux premières philosophies, à Platon, qui parle effectivement de la musculation, à la fois comme entraînement pour les guerriers, mais aussi pour la faculté que la musculation a de donner au corps une certaine beauté, un certain équilibre, et l'équilibre a une valeur en Grèce de vérité. Est vrai ce qui est effectivement équilibré, ce qui est, les Grecs parlaient de kalos kaiagatos, c'est-à-dire beau et bon à la fois. C'est-à-dire que quand on est beau, on est bon. Des premières philosophies, la discussion entre penseurs a amené les spectateurs vers le concept de virilité et de masculinisme. Il a été vu dans quelle mesure le corps entraîné pouvait représenter certaines idéologies et dans ces cas, comment un corps musclé pouvait aussi devenir outil politique. En préambule de cette discussion, un boxeur et une danseuse ont été mis en scène devant un miroir. Deux corps sculptés face à eux-mêmes, introduisant le concept de l'ego aujourd'hui omniprésent autour de la musculation. Ce qui est intéressant, c'est toujours l'histoire des idées et je pense que la danse est un langage et venir introduire avec un tableau vivant, sans mots, mais à travers cet autre langage qu'est la danse, c'est aussi quelque chose de complémentaire qui vient apporter de l'oxygène à nos deux disciplines.
Cette rencontre était la 22e et dernière de la semaine Philo Monaco 2025, une conférence qui a fait le plein sur la terrasse du Yacht Club. Un long travail de mise en place pour une toute nouvelle étape dans la quête des archives nationales de la Principauté, tant dans son nouvel écrin que sur le numérique. Son directeur, Michael Bloch, est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ravi de vous retrouver dans vos nouveaux locaux. C'est bien ça aujourd'hui, inauguration, et ça y est maintenant, c'est le grand départ. Exactement, oui. Ce matin, à 11h, le souverain a inauguré les archives nationales de Monaco dans leurs locaux de Fontvieille, totalement rénovés, et a assisté au lancement officiel du site internet des archives nationales. Il y a une longue préfiguration, longue période pour vous ? Oui, 4 ans de préfiguration depuis 2021, depuis la création en avril 2021 de la mission de préfiguration des archives nationales. Et donc il y a eu tout un travail de conception du futur service, de constitution de l'équipe, un travail important avec les services du gouvernement sur le projet immobilier, dont on a assisté ce matin à la concrétisation de la première phase, et un travail juridique important également, entre bien d'autres choses, pour établir un cadre réglementaire qui permettent aux archives nationales de bien fonctionner ces prochaines années, en attendant un cadre législatif. Bien sûr. Et question naïve finalement, Michael Bloch, il y a moins de papier aujourd'hui grâce à la numérisation ? Alors, en ce qui concerne les archives patrimoniales dont nous nous occupons aux archives nationales principalement, non, parce que quand il y a un intérêt patrimonial sur un document, c'est le document sur son support original que nous conservons. Donc, s'il est numérisé pour diffusion, par exemple sur le site internet, nous conservons malgré tout l'original papier, car c'est lui qui a la valeur patrimoniale. Qu'est-ce qui est l'original en cas de litige Bien sûr, l'original en cas de litige toujours. Qu'est-ce qui entraîne qu'est-ce qui va entraîner dans cette nouvelle étape finalement pour vous et vos équipes dans ce devoir de bien faire et d'excellence ? Alors, c'est une étape importante parce que c'est un bond en avant du point de vue de la collecte des archives patrimoniales de la Principauté. Nous avons 2 magasins de conservation aux normes qui nous permettent de lancer activement cette collecte auprès des producteurs d'archives publiques et de certains producteurs d'archives privés par voie de versement, de dépôt, d'achat, de dons, même de legs, le cas échéant. Et c'est un bond en avant également en termes de valorisation et de diffusion avec le lancement du site internet aujourd'hui même, qui met à disposition des monégasques, des résidents et d'un public bien plus large, au-delà de la Principauté même, 25 000 images d'archives numérisées, une centaine d'inventaires, des dizaines de fiches pratiques d'aide à la recherche, des conseils juridiques et pratiques aux producteurs et détenteurs d'archives en Principauté, et divers contenus éditoriaux très variés, des expos virtuels, des dossiers thématiques, par exemple, sur la statue d'Albert Ier par Cognier dans les Jardins Saint-Martin, ou bien sur la visite du président de la République François Mitterrand en 1984. C'est tous ces documents-là qu'on peut retrouver. Y a-t-il autre chose encore ? Est-ce qu'il y a des formats un peu originaux ou un contenu un peu différent ? Alors, effectivement, je parlais du site internet, mais dans nos magasins de conservation, nous avons des documents sur des supports extrêmement spécifiques. Nous avons des plaques de verre photographiques de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Nous avons des maquettes d'architecture et d'urbanisme, en même temps que nous conservons les dossiers d'archives des travaux publics ou d'autres directions en charge de grandes opérations immobilières en Principauté. En termes de supports spécifiques, nous pouvons citer les grands formats, donc les cartes et plans, dont certains plans calques roulés que nous conservons par exemple à la suite de dons d'architectes paysagistes qui sont intervenus pendant des décennies en Principauté, et bien d'autres documents. C'est l'embarras du choix. On rappelle l'importance, Michael Bloch, de ce côté patrimonial en tout cas. Et effectivement, oui, il y a eu un changement de paradigme en la matière en 2021, lors de la création de la mission de préfiguration des archives nationales. L'aspect patrimonial des archives est fondamental. Il y a tout un travail de sensibilisation et de pédagogie à mener au quotidien auprès des producteurs d'archives pour qu'ils se rendent compte du fort intérêt historique que peut receler une grande partie des fonds d'archives qu'ils conservent. C'est un intérêt qui est souvent sous-estimé par les producteurs et les détenteurs eux-mêmes, et c'est pour ça que les archives nationales sont là avec d'autres acteurs pour les conseiller sur leurs documents. Est-ce qu'il y a une pièce qui vous marque plus que d'autres ou qui vous a marqué dans ce que vous avez collectionné, que ce soit même avant ou pendant la période de préfiguration ?
Oui, il y a notamment des très beaux plans couleurs effectués par la direction des travaux publics au début du XXe siècle, et notamment les plans des travaux des digues, des jetées du port Hercule vers 1909-1910. C'est le prince Albert Ier qui avait lancé les travaux d'endiguement et de jetées. Et on conserve entre autres choses des très beaux projets de statues sur les phares de la jetée sud, statues par le grand statuaire Gustave Dussart qui est connu pour la façade du musée océanographique. Et donc ce sont des statues qui n'ont pas été réalisées sur les phares, mais nous avons les projets des statues en terre dans l'atelier de l'artiste. Nous avons des photomontages de ces projets en terre sur des plans couleurs des phares. Ce sont des documents magnifiques que le souverain a pu découvrir ce matin dans nos magasins de conservation. Merci de laisser une trace dans l'histoire de la principauté. C'est un rôle extraordinaire que vous menez avec toutes vos équipes. En tout cas, merci à vous, Michael Bloch, d'avoir pris du temps cette journée. Merci beaucoup. D'inauguration, bien sûr. Vous, le directeur des Archives nationales de la principauté. Bonne soirée à vous. Merci. Oui, les traces du passé, un nouveau présent aussi pour nos archives nationales. On se projette maintenant vers l'infini et l'au-delà, avec à l'occasion de l'ouverture du Salon de l'aéronautique et de l'espace au Bourget, au nord de Paris, une première mondiale pour l'entreprise monégasque aujourd'hui, chère à Gildo Pastor, avec l'annonce de l'arrivée d'un nouveau rover imaginé et construit par les équipes de Venturi Space. Mona Luna, c'est son nom, un petit rover lunaire européen créé dans la droite lignée de ses deux grands aînés, Flix and Flex. Mona Luna vise un alunissage juste avant 2030 et constituera une nouvelle opportunité pour la mobilité sur la Lune et ses régions spécifiques, aux températures, on le sait, hostiles en positif comme en négatif. Mona Luna disposera des célèbres roues adaptées, imaginées par Venturi, comme d'un tout nouveau bras articulé. Les sports, la finale du championnat de France de basket, avec la défaite hier lors du match 1, 94-82, de la Roca Team à Paris. Demain, il faudra, mardi, montrer un tout autre visage, face notamment aux redoutables marqueurs que sont T.J. Shorts, 30 points ce dimanche, Nadir Ifi ou encore Tyson Ward. Les réactions et l'analyse de Mame Jaïté, le pivot monégasque hier soir, là-bas à Paris, puis de l'ancien capitaine monégasque, l'amiral, aujourd'hui directeur sportif du Paris Basket, à Marassi. Je pense qu'on n'a pas réussi à être à la hauteur sur les objectifs qu'on s'est donnés. On savait que le jeu tournait principalement autour de short et Ifi. Et on a laissé, entre guillemets, non seulement les laisser à la baguette sur le scoring, mais aussi sur le fait de partager le ballon. Et il y a le facteur X avec Ward qui arrive en plus. Donc clairement, on savait qu'ils allaient jouer sur le jeu rapide, clairement, et on n'a pas réussi à stopper ça. Donc on sait que défensivement, ça va être... faut qu'on soit plus rigoureux. En attaque, ça allait, mais défensivement, moins bien. En fait, on sait que les playoffs, c'est très long. On sait qu'on a vu tout type de scénario possible. Donc on perd le premier match, ça ne signifie pas grand-chose. Même si éventuellement le deuxième on le perdait, on a vu trop de scénarios différents. À nous de se servir de ce match, des erreurs qu'on a faites et des bonnes choses qu'on a faites pour capitaliser dessus et arriver mardi avec de la fraîcheur et plus de lucidité. On démarre très fort, mais comme tu l'as dit, c'est une série. On ne va pas bouder notre plaisir, mais dans le même temps, il faut vite mettre ce match derrière pour se concentrer sur le suivant. Car c'est une série en 5 matchs, donc au meilleur des 5. On sait qu'ils vont revenir avec la ferme intention d'essayer d'en prendre au moins une. C'est toujours la mentalité à avoir quand on n'a pas l'avantage du terrain et qu'on joue à l'extérieur. Donc nous, on est prévenus, on le sait. Donc mardi, ce sera forcément un autre match. En tout cas, vous avez des joueurs en plus à Paris, là, qui sont des sacrées gâchettes, quand même, vos 3 flèches devant, là, avec encore un joueur à 30 points, quoi. Après, franchement, vous n'avez pas à rougir, parce que forcément, quand on compare les deux effectifs, avec des joueurs qui ont un très très gros pédigré, le danger peut venir de partout à Monaco. C'est ça qui est pas facile à gérer. Et c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on reste humble et qu'on aborde le match 2 de la meilleure des manières, parce qu'en face, on a affaire à des champions et forcément, ils ne vont pas se laisser faire. Et n'oubliez pas, je vous le rappelle, votre magazine Les Experts du Basket, juste après votre journal, avec Frédéric Elion et Ali Traoré. Après 3 jours de déplacement en Angleterre pour le tournoi de rugby à 7 de Darlington, les Monaco Impies, l'équipe masculine, et les Oumouza, l'équipe féminine, ont terminé de la meilleure des manières avec 2 trophées au terme d'un week-end placé sous le signe du partage, du jeu et de la passion.
Un reportage signé Gaëtan Lebrun et Sylvain Péroumal. 9 matchs, 9 victoires pour les deux équipes de rugby de la Principauté au Egg Chaser 7 Tournament de Darlington. Engagées dans une poule de 3 après le forfait d'une équipe, les joueuses des Oumoussa ont pu compter sur leur collectif, leur rigueur défensive et surtout leur talent pour dominer leur poule en s'imposant 52 et 56-0 face à Stockton, avant de s'imposer 34-7 puis 45-7 face aux Lionesses. Au terme de 4 matchs parfaitement maîtrisés, elles se sont assurées la première place de la poule et ont soulevé leur premier trophée sur la scène internationale. Pour les Impies, un format différent. 8 équipes étaient réparties dans 2 poules différentes. Les Monégasques ont dominé leur poule en s'imposant 31-0 face à Royal Navy lors du premier match avant de montrer du caractère, en venant à bout des Shoguns 14-12 et des OG7 26-14 alors qu'ils étaient menés 14-0. En terminant premier de leur poule, ils ont retrouvé les Lions en demi-finale qu'ils ont écartés sans difficulté afin de s'assurer une finale face à leurs meilleurs ennemis, les Shoguns. Une finale remportée 22-5 par les Impies qui se sont assurés un deuxième titre consécutif ici à Darlington après 2024. C'est une journée idéale. Les filles avaient une bonne équipe et ont eu de la marche sur leur victoire. Mais je pense qu'elles ont joué sérieusement les 4 matchs avec vraiment une belle équipe, un bon groupe. Les garçons, il y avait moins de marge, mais bon, on a battu notre bête noire, les Shoguns, 2 fois, avec une finale quand même assez maîtrisée. Donc on est très content de la journée et de la saison qui est largement positive. 2 équipes composées en grande partie de joueurs et joueuses issus de la Principauté ou du bassin azuréen dans l'objectif d'amener le rugby local au sommet. On dit qu'il y a 6 joueurs et joueuses de Monaco sur le terrain, 4 de Nice. Donc c'est quand même gratifiant de gagner des tournois de bon niveau avec des joueurs locaux et locaux. Donc c'est un axe de développement grâce à Gareth, la fondation, la Fédé, le club, de travailler tous ensemble et d'essayer de promouvoir et d'améliorer le niveau du rugby général à Monaco. Having these amazing players all together, different cultures, and having our Monaco players as well. So coming here, transmitting the message and also developing women's rugby in Monaco is very meaningful for us. Une fin de saison en apothéose pour les 2 clubs de la Principauté qui auront pour objectif de faire encore mieux l'année prochaine. La suite du 64e Festival de télévision de Monte-Carlo et une nouvelle invitée ce soir sur Monaco Info, la présidente du jury du documentaire d'actualité, une des plus grandes figures de notre petit écran, Mireille Dumas. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. C'est très conventionnel. Est-ce que vous avez vu de belles choses depuis le début? Ou des choses intéressantes? Magnifique. Ouais, très belle sélection vraiment de documentaires de news et de grands reportages qui nous montrent je dois vous dire, qui nous secoue, qui nous montre une vision du monde un peu qui se déchire quand même, du monde en guerre, et en même temps avec franchement beaucoup d'inventions dans la façon de filmer ou d'investiguer, parce qu'il y a des investigations aussi. Voilà, c'est riche. Parce qu'on est bercé peut-être dans les reportages aujourd'hui d'actualité par un format façon envoyé spécial. On était bouleversé par une série sur Netflix, par exemple, complètement différente, bien sûr, mais avec adolescence, filmée en plan séquence, et des choses comme ça qui peuvent revenir également au goût du jour dans la télévision, le cinéma peut-être. Les deux, c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs dans cette sélection, et puis de toute façon dans la production des documentaires, c'est que vous avez des documentaires classiques, très classiques, une facture, vous savez, c'est un peu comme la grande musique ou la grande peinture, donc ça ne se démode pas. Voilà, il y a une façon de filmer qui peut être très simple, et puis vous avez aussi des nouvelles évidemment manière, avec d'ailleurs les graphismes, l'IA qui s'est invité. Et surtout, ce qu'on voit de plus en plus dans le documentaire, c'est le téléphone. C'est ça.
qui permet, vous voyez, des choses très intimes, certaines personnes qui se confient au téléphone, ou de pouvoir, ce sont des personnes comme ça qui sont dans la rue, qui vont attraper, filmer de leur balcon certaines choses intéressantes que vous n'auriez pas avec une caméra, un cadran ça serait compliqué. Vous voyez, donc le téléphone transforme un petit peu certains documentaires et c'est hyper intéressant. Et vous savez que vous avez beaucoup d'héritiers, vous, aujourd'hui, hein, de tout ce que vous avez pu faire, bien sûr. On n'oublie pas la période de reportage, les plus anciens, entre guillemets, se souviennent de vos débuts, ou presque, avec Bas les masques, et des émissions qu'on suivit avec La vie à l'endroit, vie privée, vie publique. Vous avez des héritiers aujourd'hui dans ce métier, vous pensez ? Par la force des choses. Ah, je pense que oui, non, mais j'en ai pas mal. Je ne vais pas moi les citer, sont eux qui se manifestent. J'allais dire par exemple un dimanche à la campagne, par exemple, avec Frédéric Lopez. Oui, Frédéric Lopez m'a dit très gentiment l'autre jour, je ne sais plus dans quelle émission, voilà, qu'il se considérait comme un frère. Voilà, non, mais bien sûr, et ça me fait plaisir qu'il y ait de toute façon des personnes qui se reconnaissent évidemment dans ce travail qui est un travail d'écoute de l'autre, et c'est surtout ça. Vous avez quand même fait des rencontres formidables, il y a eu de grands moments de télévision, on ne va pas les négliger. Oui, et puis après avec les magazines, vie privée, vie publique, La vie à l'endroit, après il y a les grands entretiens aussi, et puis dans le même temps, ce qui m'intéressait, en parallèle des anonymes, j'ai toujours beaucoup aimé faire des portraits d'artistes. Donc, comme Aznavour, comme Brigitte Bardot. Oui, ou Yannick Noah au Cameroun que j'avais suivi, Charles Aznavour en Arménie, des films comme cela, et j'ai toujours en fait, réaliser des films soit avec des anonymes, soit avec des personnalités. Et quand j'ai lancé mes talk-shows ou mes magazines de société, il y avait toujours les deux. En conclusion, avant de vous laisser, parce que vous avez beaucoup de travail dans ce festival, je le sais, de télévision de Monte-Carlo, aujourd'hui, vous travaillez justement sur ces nouveaux réseaux. Alors, je continue à faire des documentaires aujourd'hui, beaucoup pour France Télévisions, en particulier pour France Télévisions, donc un petit peu ou société, ou portrait d'artistes, etc. Et c'est vrai qu'en parallèle avec l'INA, l'Institut National Audiovisuel, on a lancé une chaîne ensemble, YouTube, ma chaîne, donc la chaîne Mireille Dumas, bon, puisque c'est mon nom. La chaîne éponyme. Et on reprend des archives de tous ces magazines, et tous les mois, je réinterviewe quelqu'un que j'ai rencontré il y a 20, 30 ou 40 ans. Ça, c'est formidable parce qu'on voit et l'évolution de la personne et l'évolution de la société. Et demain, après le Festival de Monte-Carlo, vous partez sur quel sujet? Vous continuez sur quel dossier? Eh bien, écoutez, je rentre à Paris pour finaliser la signature d'un documentaire, pour tout vous dire, avec France Télévisions. Et ensuite, je pars au Festival de Carcassonne, voilà, où je présente moi-même un film. D'accord. Et après, je plie mes affaires, je prends ma valise et je pars en Corse en vacances. Ça, c'est pas beau, ça. Ça, c'est un de vrai l'autre programme. côté de la Méditerranée. Voilà. Et si Mireille Dumas vous manque, le podcast de Geneviève Berthier arrive prochainement sur Monaco Info. Ce sera également un grand moment à retrouver sur nos réseaux sociaux, nous aussi. Merci Mireille Au revoir Dumas. Christophe. Au revoir. Au revoir. C'est l'un des enjeux majeurs de la création audiovisuelle. Comment captiver le public tout en restant fidèle à la réalité? Au Festival de télévision de Monte-Carlo, une conférence a réuni plusieurs spécialistes internationaux du documentaire autour d'un thème central, l'art de raconter le réel. Léa Dutrouille et Lionel Bernardi ont tenté de répondre à cette question. Dans la salle Genevois du Grimaldi Forum, la conférence Documentary Storytelling s'est penchée sur un sujet brûlant d'actualité, comment raconter le réel à l'heure des fake news, des plateformes et de la saturation médiatique. Animée par Christine Stachowski, productrice et consultante américaine, également doyenne associée à l'Université de Kent State, la discussion a réuni des figures clés du documentaire à l'échelle internationale. Parmi elles, Tom Jennings, fondateur de 1895 Films, spécialiste des documentaires d'enquête au long format, ou encore Sue Turley, vice-présidente de XRM Media, une société qui développe des récits à fort impact social. Ensemble, ils ont partagé leur vision d'un documentaire qui ne se contente pas d'informer, mais qui cherche à émouvoir, à questionner, voire à bousculer. So I think that today documentaries are more important than ever. And we need stories that bring us together and go behind the headlines to tell the human stories that, you know,
in such an intense world, we need stories that kind of bring us together around new bonfires. Au cœur des échanges, la frontière floue entre information et narration, l'exigence d'authenticité mais aussi l'importance de la responsabilité éthique face aux sujets traités. Today, the big platforms definitely have changed the way we tell stories because it's becoming increasingly hard to finance films and to sell films, and everybody's trying to get out on the big platforms. So a lot of filmmakers have sort of form their stories to fit into the networks. Une table ronde passionnante qui rappelle que dans un monde en quête de sens, raconter le réel est plus qu'un art, c'est un engagement. Et ce week-end était organisée la 9e édition du festival de street art You Paint sur la promenade du Larvoto. 12 artistes ont fait parler leur imagination pour créer des œuvres autour du thème des océans. Un festival d'art caritatif que Yannick Debever et Thomas Deus vous présentent. You Paint 2025, c'est l'édition bleue. En collaboration avec la Fondation Prince Albert II, le festival de street art a voulu surfer sur la récente conférence des Nations Unies sur l'océan. À Monaco ce week-end, c'est grâce aux feutres et aux bombes de peinture que le public a pu être sensibilisé à la beauté du milieu marin. Ce qu'on veut faire, c'est faire ressentir aux gens le besoin de vraiment passer à l'acte pour protéger non seulement notre environnement en général, mais vraiment les océans, notre mer Méditerranée, qui ont besoin de protection, qui ont besoin de gestes au quotidien, des personnes comme vous et moi, pour arrêter toute cette pollution et toutes ces choses qui malheureusement sont en train de détruire les écosystèmes. You Paint, c'est la rencontre entre le talent artistique et l'émerveillement du public. Pour cette 9e édition, les artistes se sont établis face à la mer, un cadre propice à l'inspiration et à la mise en valeur de chaque œuvre. Déjà, ma toile vierge représentera un océan de possibilités pour moi. Alors c'est vrai que de temps en temps, je m'arrête et je regarde la mer et je me dis, tiens, il y a peut-être ça en dessous, et puis ça donne une étincelle pour donner une idée, une couleur, un mouvement. Et oui, le cadre est magnifique et le festival est super, les gens sont agréables, sont gentils, sont curieux, il y a plein d'échanges, puis les autres artistes sont au top aussi, on se rencontre, on en découvre et puis non, on est chouchoutés à Monaco, c'est vraiment génial. Ce qui fait la beauté du festival You Paint, c'est le mélange des différents styles, plusieurs influences qui accrochent le public et qui se nourrissent entre elles. Les messages peuvent être clairs ou parfois un peu plus subtils. Je me suis plié un peu à l'exercice en prenant des listes de mots et de noms d'espèces marines en voie d'extinction, en les mettant en parallèle, en dialogue ou en contre-dialogue avec des noms d'industrie de la pêche. Ce qui est super intéressant dans ce genre de festival, c'est cet enrichissement qu'on s'apporte mutuellement. On apprend, on se découvre et on repart toujours de ce genre de festival avec des idées en plus, avec des échanges, avec que du positif. L'ensemble de ces œuvres était mis aux enchères tout au long du week-end. Une récolte de fonds entièrement destinée à la Fondation Prince Albert II. Et avant de retrouver votre météo pour les heures à venir en compagnie d'Alban Gingembre, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec les photos d'une exposition exclusive de la collection Car Legends of Monaco de l'artiste Maxime Duvillard dans le cadre de l'initiative The Art of Storytelling au restaurant Marius Monaco. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.
Bonsoir à tous. Demain, il fera toujours aussi chaud à Monaco. Quelques nuages viendront atténuer le bleu du ciel, mais les températures resteront estivales avec 22 degrés le matin et 27 degrés l'après-midi. Un indice UV très fort, pensez à vous protéger. Et n'oubliez pas, le mardi 17 juin, nous fêterons les Hervé. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.